quelquefois, je reproche à un article qu'on écrit sur un de mes livres de ne s'occuper que d'un livre et comme si les autres n'existaient pas. C'est un reproche que déjà Goethe faisait à Madame de Staël. Mais en même temps, je me rends compte qu'il y a de grandes difficultés à ce que l'on parle d'un de mes livres, à ce qu'on écrive d'un de mes livres, comme si on les connaissait tous, pour 4 raisons que je vais essayer de vous énumérer. La première que je sens en moi-même très bien, c'est que quel que soit l'auteur que l'on aime et que l'on préfère, on n'a en réalité jamais tout lu de lui. Moi, il n'y a aucun auteur de qui j'ai lu tous les livres. Ça, c'est la première raison. La seconde raison est à cause de la somme énorme de sensations, d'idées, d'humeurs, de réflexions, d'observations que suppose une œuvre comme la mienne qui s'étend sur 51 années. La troisième est à cause d'une mobilité qu'il y a en moi, que je serais presque tenté de dire de l'ubiquité, et qui me permet d'être à la fois dans des sentiments extrêmement opposés, ce qui me sert beaucoup, inutile de vous le dire, pour mes romans et pour mon théâtre, et qui me fait dire quelquefois en matière de plaisanterie ce que dit le diable dans l'Évangile. À quelqu'un qui lui demande son nom, il répond « Je m'appelle Légion ». Je suis moi aussi une légion de personnages que je fais sortir quand ça va bien. Quand ça va dans mes œuvres de fiction, ça va très bien parce que ça les rend vivantes. Quand ça va dans mes essais, ce n'est pas sans des difficultés, parce que quand des essais où on parle de soi et de soi-même pendant 51 ans sont mis bout à bout, il y a forcément des contradictions si on est sincère. Les gens qui ne sont pas sincères se font un personnage tout d'une pièce, alors eux, on les applaudit. Les gens qui sont sincères se contredisent forcément, et alors il apparaît une œuvre qui est quelquefois assez bigarrée. Il est cette façon que j'ai d'être moi-même et d'être moi-même dans des différents personnages, je ne dis pas personnage, ça serait être une pause, mais dans des différents moi-même, si vous voulez, a été observée d'une façon intéressante pour 2 raisons. Parce elle a été écrite par mon professeur de philosophie de Sainte-Croix, M. Paul Archambault, qui m'avait donc vu de près pendant 1 an, qui me connaissait donc un petit peu comme homme ou comme jeune homme. Et la seconde raison est qu'elle fut écrite après mon second livre, c'est-à-dire tout à fait au début de ma carrière. Et ce monsieur est mort, il écrivait à ce moment-là un livre qui s'appelait Jeune maître en 1923, et il écrivait « Le principal mérite, même littéraire, de Monterland, c'est de s'être accepté en entier ». C'est un jugement qui est intéressant pour quelqu'un qui vous a fréquenté pendant 1 an. La troisième raison que j'ai d'être quelqu'un qui est difficile à réduire en synthèse, c'est que j'ai créé un nombre considérable de personnages. Je suis en réalité un psychologue, je suis beaucoup plus qu'un lyrique, je crois, et que ceci et cela. Et j'ai créé beaucoup de personnages, et alors il arrive donc quelquefois, ou bien que je leur prête des idées qui sont tout à fait les miennes, ou bien que je leur prête des idées sur lesquelles en réalité je n'ai pas d'opinion, ou bien que je leur prête des opinions tout à fait contradictoires à moi. Et cette synthèse, cela complique les choses pour une raison que je vais vous dire, parce qu'elle a un certain intérêt général, je vais vous la dire dans une seconde. Cependant, je voudrais dire que cette synthèse a été faite surtout par des étrangers. Et c'est très curieux, ou plutôt c'est pas très curieux, des étrangers. Les 3 dernières thèses qu'on a lues sur moi, et qu'on a écrites sur moi, qui sont d'une anglaise, d'un italien et d'un américain, qui sont des ouvrages de 350 pages,
chronotypés, sont des ouvrages tout à fait remarquables, n'est-ce pas, qui auraient un grand intérêt à être publiés en France, au lieu d'aller mourir et moisir et mourir dans je ne sais quelle bibliothèque universitaire, un petit peu dans le monde entier. Ce sont des ouvrages extrêmement remarquables, justement, qui moi-même me stupéfient par la connaissance qu'ils ont de mes ouvrages, par les rapports qu'ils font entre eux, par les analogies qu'ils font entre eux, par les citations, et tout ça ayant demandé chez l'un et chez l'autre, d'ailleurs, 3 ans de travail chaque fois. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas en France des travaux bien qui étaient faits sur moi par des étudiants, par des universitaires. Il y a même beaucoup de mémoires de maîtrise de moi qui sont bien et quelquefois très intéressants, mais cette amplitude de synthèse, je ne l'ai vraiment rencontrée que chez des étrangers. Et ce que je remarque aussi chez eux, c'est leur objectivité. Vous comprenez? Il n'est pas question de Monterland solitaire, de Monterland misogyne, de Monterland le hautain, de Monterland qui ne veut voir personne. Ils ignorent tout ça. Ils n'ont pas lu les journaux français, ils ont lu des œuvres et ils se font une idée objective de moi, tout à fait différente des critiques français qui sont plus ou moins impressionnés par ce qu'ils lisent dans les journaux et dans les revues françaises. L'ampleur et, je peux bien dire tout de même sans trop de vanité, la richesse de cette œuvre, justement en empêchant d'en faire la synthèse, lui ont en réalité causé du tort. Il est plus facile de parler comment s'appelle-t-il, d'Alain Fournier, qui a écrit un livre, Le Grand Môle. C'est bien plus facile de parler de lui que de parler d'un bonhomme qui a écrit 50 livres. Je voudrais maintenant essayer de faire la synthèse de cette œuvre. Une partie en est faite d'essais où je parle en mon nom personnel. Et une autre partie est une œuvre de fiction où je fais parler des personnages qui, comme je viens de vous le dire, disent des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je pense. Et à ce point de vue, je voudrais vous faire une observation qui est très intéressante parce qu'elle ne me touche pas et qu'elle a un caractère général très important. C'est qu'on ne cesse, non seulement pour moi, mais pour tous les auteurs, de mettre dans leur bouche des choses qu'ils font dire à leurs personnages. Cela est constant. Je vais vous en citer un exemple. Je vois un jour, comme épigraphe d'un livre français, une phrase, je ne me rappelle pas laquelle, qui était à peu près l'humanité n'a aucune importance, il ne faut pas s'occuper de l'humanité, ils sont tous des salauds, quelque chose comme ça. Signé Tolstoï. Je me dis, c'est tout de même un peu raide, car nous ne sommes pas habitués à ce que Tolstoï dise ces choses. Enfin, je ne suis pas amusé à refeuilleter tout Tolstoï, qui a été, je ne veux pas dire un de mes maîtres, mais enfin un homme qui m'a beaucoup influencé. Mais enfin, il se trouve que quelques années après, je tombe sur la phrase. Cette phrase était dite ou par le prince André, ou par Ivan Ilitch, ou par un personnage qui n'avait rien à voir avec Tolstoï. Et vraiment, la mettre avec dessous Tolstoï, c'est ou de la malhonnêteté ou de la légèreté. Je ne crois pas du tout que ça se voit de la malhonnêteté, surtout dans ce cas-là. Il y a des fois où c'est de la malhonnêteté. Mais il y a d'autres cas où c'est simplement une légèreté extraordinaire de la part de gens qui ne se rendent pas compte que Tolstoï fait parler tout le monde. Vous comprenez, il fait parler des gens qui ont les idées les plus opposées à lui, il fait parler des salauds, il fait parler des gens bien, il fait parler des gens qui s'opposent les uns aux autres, et mettre dans sa bouche une phrase de lui est une chose qui, lorsqu'elle se produit pour des auteurs contemporains, s'il existait une sorte d'ordre des écrivains, ce qui est évidemment infaisable, et s'il existait une sorte d'ordre des écrivains, comme il y a un ordre des avocats ou un ordre des médecins, devrait, lorsqu'elle se reproduit, être considérée comme une chose qui serait un délit, car c'est intellectuellement un véritable délit de faire dire à un auteur quelque chose que dit un de ses personnages. Ça arrive sans cesse pour moi, mais ça arrive pour tout le monde.
Alors, je voulais vous dire que j'avais embarqué cette petite histoire à propos du grand nombre des personnages qui se trouvent dans mes ouvrages et qui font qu'on me prenne sans cesse, ou des attitudes, où je suis le maître de Santiago. En général, je suis toujours le personnage déplaisant. Je suis le maître de Santiago qui déplaît, je suis Georges Carillon, fils de personne. Enfin, quand il y a un personnage déplaisant, c'est toujours moi. Je suis habitué, je n'en fais pas beaucoup pour ça. Mais c'est tout de même intéressant d'en faire la remarque. Ces romans et ces pièces sont basés toujours sur une seule conception, qui est celle de voir la nature humaine telle qu'elle est, et naturellement le plus profondément que je le puis. Il n'y a jamais aucun parti pris, je ne cherche jamais à prouver quelque chose, je cherche à montrer quelque chose. Et je dois dire que je le fais non seulement avec beaucoup d'amour de mon métier, ce que je suppose doit se voir facilement, mais je le fais aussi, ce qui est plus délicat à sentir, avec beaucoup d'amour pour mes personnages. Je vais vous en donner deux exemples qui sont assez frappants et qui sont vraiment, je ne sais pas l'histoire que je vous raconte, c'est vraiment extrêmement sincère. Quand j'ai pris dans l'histoire le personnage de la sœur Angélique de Saint-Jean, qui est l'héroïne de Port-Royal, je me suis beaucoup servi de ses lettres, de son journal intime, où elle raconte tout son emprisonnement, de toutes sortes de papiers authentiques, où je lui ai fait dire le plus de choses possibles que je prenais dans sa bouche. Et cependant, tout le temps, je me disais, dans l'endroit où il se trouve, supposez qu'il y ait un ciel et supposez qu'il y soit, parce qu'on n'est jamais sûr, si elle est dans un ciel, elle doit tout le temps se dire, mais qu'est-ce que ce type me fait raconter? Il me fait parler à la Comédie Française, c'est pas du tout ça que je sentais, il n'y a rien compris. Je me disais ça très sincèrement. Et ça encore, il s'agit d'un personnage relativement proche de nous. Mais dans un autre cas, je crois que je suis vraiment unique à avoir eu ce sentiment, j'ai mis en scène dans ma pièce La guerre civile un général romain qui fut un des compagnons de Jules César, du subordonné de Jules César quand il conquit les Gaules, et ce général romain s'appelait Labienus, et il est un de ceux-mêmes, je crois, qui ont fait la conquête de Lutèce de Paris. Évidemment, tout le monde ignore qui est Labienus, on s'en fiche complètement, ça n'intéresse personne. Cependant, pour les besoins de ma pièce, j'avais besoin de le noircir. Et j'ai eu un tel scrupule à noircir ce personnage qui vivait 50 ans avant Jésus-Christ que j'ai changé son nom parce que je n'ai pas voulu salir la mémoire d'un type que personne ne connaît. Je ne dirais pas qu'il n'a pas existé, il a tout de même sûrement existé, mais enfin vraiment il n'est pas entré dans l'histoire. Alors je crois qu'il faut avoir pour cela un grand amour de ces personnages. Et des personnages comme Malatesta sont des personnages que j'aime, qui eux-mêmes ont ensuite influé sur ma vie. Après je les ai écrits, enfin il faut vous raconter beaucoup d'histoires. Je ne me suis jamais demandé si une telle conception de la façon d'écrire était classique, puisqu'on dit que je suis un classique, d'ailleurs on ne dit jamais dans un sens très sympathique. Je ne me rends pas compte très bien de ce que c'est qu'un classique. Je n'ai même pas cherché la définition dans les dictionnaires qu'on donne aujourd'hui, mais je vois seulement cette chose qui est assez amusante, c'est que lorsque je lis les petits ouvrages analogues aux livres de poche, qui étaient publiés à peu près les mêmes dans mon enfance et dans mon adolescence, je vois parmi nos classiques, intitulés les classiques modernes, je vois M. André Theuriet et je vois M. Jules Clarty. Je ne sais pas si M. André Theuriet et M. Jules Clarty, ça vous dit grand-chose, si vous avez lu beaucoup de leurs œuvres, mais enfin, il y a des gens qui ont cru, au moment où ils publient, des éditeurs, qui ont cru que c'était vraiment des grands classiques. Ça montre à quel point il faut être prudent quand on fait des collections de classiques et avec quelle prudence il faut agir. Je vous dis ça parce que je parlais du mot classique, n'est-ce pas, dont on m'accable souvent. Je vous disais aussi que mes pièces cherchent à montrer plutôt qu'elles ne cherchent à prouver, et que je ne me mets jamais complètement dans un personnage, et j'aurais voulu vous donner l'exemple d'un type qui s'appelle Georges Carillon dans mon théâtre, qui est le héros de Fils de personne, qui donne des leçons à tout le monde, et notamment à son fils, et qui, dans la pièce qui fait la suite, chronologiquement,
de cette pièce devient un très triste, un très sale individu qui envoie son fils dans la résistance pour se dédouaner et qui est assez ignoble. Donc je n'ai pas du tout voulu faire un personnage exemplaire, je ne fais jamais de personnage exemplaire, j'ai fait un personnage qui, de bien qu'il était, sous le coup de la peur, devient moche. J'ai peint, je vous disais, énormément de personnages et peut-être ne se rendant pas compte. Je vois une thèse italienne, vient de publier sur moi, on dit Monterland Démiurge, ça s'appelle Monterland Démiurge. Le mot Démiurge d'abord n'est pas connu beaucoup en France, et puis ensuite il est assez prétentieux. Mais enfin, ça veut dire, vous le savez sûrement, ça veut dire un créateur d'êtres vivants, n'est-ce pas? J'ai créé beaucoup d'êtres vivants, j'ai peint des femmes, et parmi elles, des femmes dans l'état qui est le plus difficile à imaginer pour un homme, c'est-à-dire par exemple une femme qui attend un enfant, qui attend d'accoucher, des femmes frustrées comme celles des jeunes filles. J'ai peint beaucoup d'enfants quand j'étais un adulte, et j'ai écrit les garçons, où il n'y a que des garçons et que des adolescents qui parlent vraiment la langue, vous comprenez, leur langue, enfin la langue des garçons et des adolescents, qui d'ailleurs, on peut le dire entre parenthèses, est restée à peu près la même depuis les années 1811-1812 où je la vivais. C'est assez curieux. Bon, mais j'ai écrit ce livre quand j'avais 70 ans. Je n'ai cessé de remplir mes pièces et mon roman, Les garçons, de personnages ecclésiastiques qui ont tous reçu l'approbation des ecclésiastiques, au point qu'il y a l'un d'eux qui s'appelait Monseigneur Jobit, qui m'a dit à une répétition de la ville dont le prince était l'enfant, devant témoins, entre autres devant Jean Meyer, je voudrais, au cours de ma vie sacerdotale, avoir prononcé les paroles que vous faites prononcer au directeur de votre collège. J'étais très sensible à cet éloge venant d'un ecclésiastique distingué, mais tout de même, je suis incrédule, je n'ai aucune foi catholique, et je n'ai même très peu d'instruction religieuse, puisque je vous disais tout à l'heure que je t'ai dispensé des cours d'instruction religieuse. J'ai peint un vieillard qui est le roi Ferrand de la Reine Morte quand j'avais moi-même 43 ans, et j'ai peint des types dans la misère alors que j'ai eu la bonne fortune de n'avoir jamais de souci d'argent, et j'ai peint longuement un anarchiste de l'armée rouge espagnole dans Le chaos et la nuit, alors que, quelles que soient mes pensées là-dessus, et supposé qu'il y ait en moi pas mal d'anarchie et pas mal de subversion, puisqu'on a proposé à Gallimard, au lendemain des événements 68, un livre intitulé Monterland ou la subversion, enfin je ne suis tout de même pas un anarchiste de l'armée rouge. Et cependant, je l'ai imaginé pendant 250 pages. On a retenu surtout mes personnages durs et incapables, et implacables. Il y en a d'ailleurs très peu, mais enfin il y en a quelques-uns dans mon théâtre qui parlent en effet un langage terrible, et notamment il y a le terrible Cisneros, qui est le régent d'Espagne, et qui est surtout le cardinal Cisneros, le cardinal d'Espagne, et qui était extrêmement dur, et qui a même, c'est un détail que les gens ne savent pas, on l'avait proposé, on avait fait un procès pour sa béatification peu après sa mort, et on a trouvé qu'il avait été tellement cruel, qu'il vraiment il avait été tellement féroce, qu'il a raté sa béatification. Je ne sais pas si ça s'appelle la béatification quand on n'est pas saint, enfin peu importe. Ben, il a raté tout de même le fait d'être saint Jiménez de Cisneros. Mais tous ces personnages très durs qu'on a surtout retenus, puisqu'on associe surtout à mon nom, au point de vue littéraire, la dureté, implacable, cassant, etc., chacun d'eux a un petit coin de tendresse et d'émotivité qui est très grand. Par exemple, ce terrible Cisneros aimait beaucoup son roi, je peux dire son futur roi, qu'il est parvenu à faire établir sur le trône, qui était tout simplement Charles Quint, et qui n'a rien eu de plus pressé que de le ficher à la porte aussitôt qu'il a pris le trône. Sa seule amitié dans la vie a été un jeune moine avec qui il avait quêté quand ils étaient entrés dans les ordres. Il avait tout de même son côté affectif. Le père de fils de personne, qui est réputé pour être extrêmement grave et rigoureux et impossible, enfin barbare avec son fils, a pour son fils une tendresse que j'ai rarement vue. Je l'ai vue chez des mères pour des fils, mais je l'ai rarement vue pour des pères
chez des pères pour des fils. La rigoureuse sœur Angélique de Port-Royal, qui est connue dans l'histoire par son caractère implacable, a cependant une affection très tendre pour la petite sœur Gabrielle, qui elle-même a été retenue dans l'histoire. Et je dirais même que je suis probablement le seul à avoir fait du personnage de Don Juan dans une pièce de moi qui a été un four, mais la question n'est pas là, c'est tout de même une très bonne pièce, à avoir fait de Don Juan un brave type, chose qui n'a jamais été faite, puisque son caractère classique est au contraire d'être très cynique et très dur. J'ai fait de lui un très brave type, c'était une des raisons d'ailleurs qui ont fait tomber la pièce. Je ne parle pas des autres personnages de mes pièces ou de mes romans, comme le lieutenant Ouligny, par exemple, dans La Rose de Sable, ou comme Ravier dans Celle qu'on prend dans ses bras, qui sont toujours des gens très gentils. Mais enfin, eux deux, on ne parle jamais. On m'a dit quelles sont vos œuvres de théâtre que vous préférez. Alors là, je répondrai très nettement en suivant l'ordre chronologique. Fils de personne, Le Maître de Santiago, La ville dont le prince est un enfant et Le cardinal d'Espagne. On m'a dit, estimez-vous, qu'il y ait certaines de vos pièces qui ont été méconnues. Je dis oui, deux, Celle qu'on prend dans ses bras et Don Juan. On m'a dit, estimez-vous qu'il y ait des romans de vous que vous préfériez aux autres, soit, on va y répondre, je vais y répondre lorsqu'on m'a... En enchaînant ça à l'autre question, on m'a fait, estimez-vous qu'il y ait des romans de vous qui soient méconnus? Je dirais oui, je crois que Le Chaos et la nuit est un de mes meilleurs romans, que la seconde partie du Chaos et la nuit est une des choses les plus fortes que j'ai écrites, et je crois aussi que Les Garçons, malgré un beau succès de librairie qu'ils ont eu, n'ont pas été mis à leur véritable place, qui est pour moi la première dans mon œuvre romanesque, étant donné que je crois que c'est une œuvre plus vraie, plus vivante, plus riche et plus profonde que La ville dont le prince est un enfant. Il y a aussi, pour en venir aux reproches, un reproche qu'on me fait souvent, c'est celui d'être un styliste. Qu'est-ce que c'est qu'un styliste? Un styliste, c'est un type qui s'use sang et eau pour écrire 4 phrases qui sont généralement des phrases assez creuses. Flaubert s'est fait un tort énorme en avant qu'il se fait pour écrire. On s'en serait peut-être pas aperçu s'il ne l'avait pas dit. Car ce qu'il écrit, j'aime beaucoup Flaubert, il a des écrivains qui ont eu de l'influence sur moi, mais enfin, on ne sent pas la sueur dans ce qu'il écrit. Seulement, il a eu le malheur de le dire, et alors, depuis, on dit toujours, etc., etc., etc. Et pour moi, je crois que le style est une chose qui vous sort de vous-même. Je crois qu'un écrivain a tous les styles, pourvu que ce soit un style naturel. Moi-même, je me sens capable d'écrire dans une langue très débraillée. Je pourrais faire un livre entier en argot que personne ne comprendrait, et je suis capable en même temps d'émouvoir et de rendre vivante et de faire pleurer les dames en écrivant une langue qui est uniquement du XVIIe siècle, comme celle de Port-Royal, où il y a, je crois, une seule phrase où j'ai mis un mot qui est douteux, mais où tout le reste est écrit exactement comme dans la langue du XVIIe siècle. Je crois il y a aussi une phrase que l'on entend toujours répéter, que l'on voit revenir sans cesse, qu'un grand écrivain ne tient que par le style, que c'est le style. Mauriac a répété ça 50 fois, quelquefois en me citant d'ailleurs, avec ces jours d'amour, les jours ces jours où il m'aimait. Un grand écrivain reste par le style. Je ne crois pas que ce soit vrai, n'est-ce pas? Et il y en a un exemple qui me paraît très frappant, c'est que tous les anciens, grecs et romains, et à leur suite, Dante, Cervantes, Dickens, Tolstoï, Dostoïevski, sont tous des gens qui nous touchent, et qui nous touchent
à travers des traductions dont quelques-unes sont exécrables. Nous passons quelquefois presque notre vie entière avant de trouver une bonne traduction de l'un ou l'autre de ces écrivains. Donc, le style n'est pas une chose indispensable. Nous les avons lus. Moi, j'ai lu Tolstoï dans les traductions, je ne sais pas le russe, mais c'était écrit dans un tel français que c'était inouï. Ben, j'ai tout de même accroché à Tolstoï d'une façon. Une chose ce que je dis là, n'a, je crois, jamais été dit, tandis que le contraire est répété à satiété. Et comme on dit que je suis un styliste et que j'ai un très bon style, je m'en félicite, tant mieux pour moi, mais je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Quant au mot de rhétorique, il y a des gens qui l'emploient à monsieur. Alors ça, c'est vraiment une ânerie complète, car j'ai vraiment tout ce que j'ai écrit, je l'ai tiré ou de mon cœur, ou de mes tripes, ou de mes entrailles, ou de ma sensibilité, ou de ma nervosité, tout ce que vous voudrez, mais ça n'a jamais été cru, sauf peut-être, mais alors ça c'est vraiment bien permis, il y a peut-être certaines pages ou passages de la relève du matin et du songe, mais c'était écrit par un garçon qui avait 23 ou 24, 25 ans, et à ce moment-là, il y a toujours un peu de littérature dans ce qu'on écrit. Mais depuis, je peux vous rendre ce témoignage qu'il n'y a pas de littérature dans ce que j'écris. Je crois que lorsqu'on a des tripes et du cœur, et qu'on a le don d'écrire, cela vous fait tout naturellement une langue forte, colorée, imagée, violente, qui vraiment ne peut être traitée de rhétorique que par les gens qui n'ont ni ces tripes ni ce cœur. Je dirais que cette sensibilité qui se montre dans mes premières pièces se retrouve aussi dans des essais ou dans des romans où, par exemple, j'écris, alors là je me permets de lire la phrase, j'écris dans la réédition de 1937 des Olympiques, s'il devait rester quelque chose de mon expérience sportive, ce serait la camaraderie. Quand en 1925 je partirai pour l'Afrique, ce sera évidemment pour rechercher le soleil et l'exotisme, mais ce que je trouverai, c'est la question qu'on appelle alors indigène, c'est la question des musulmans nord-africains, à laquelle je consacrerai 2 années d'écriture de la Rose au sable et 1 année de préparation, alors qu'en somme, je vais en Afrique du Nord pour me délasser, pas du tout, pour écrire un roman social. Quand je reviens en France en 1940, je me cherche à me réengager, comme je vous l'ai déjà dit. Quand je reviens après sous l'occupation, je m'occupe pendant 4 ans d'une œuvre qui fut une œuvre admirable, dirigée par une Suissesse, qui était tout simplement une branche de la Croix-Rouge suisse qui s'appelait l'assistance aux enfants français éprouvés par la guerre, et où les Suisses ont recueilli et couverts de gâteries, choyés, couverts de vêtements pendant 1 mois, quantité d'enfants français pauvres, ou plutôt pauvres, dans la situation où étaient les gens dans l'occupation, c'est-à-dire crevant de faim. Et je tiens à dire au passage, parce que la femme qui dirigeait ça, Madame Micheli, était une très grande bonne femme. Ben, je me suis occupé de cette œuvre pendant 4 ans, 5 ans presque, et là aussi je recherchais de nouveau le contact humain. Je dirais bien plus, je dirais même qu'il y a chez moi un penchant que j'ai retrouvé dans l'Antiquité, qu'on trouve dans certaines choses de l'Iliade, enfin que j'ai en moi, qui est de ne nullement détester son ennemi quand on se bat contre lui. J'ai été combattant volontaire dans la Première Guerre, je faisais donc ça, si je peux dire, pour mon plaisir, mais lorsqu'est venue la fin de la guerre, et lorsque j'ai été secrétaire général de l'Ossuaire de Douaumont, j'ai demandé, je faisais partie du comité naturellement, parce que j'étais secrétaire général, j'ai demandé aux notabilités qui étaient là, qui étaient Maréchal Pétain, Monseigneur Ginesy, toutes sortes de gens avec qui on ne plaisantait pas, j'ai suggéré que l'Ossuaire, au lieu d'être dédié aux combattants alliés, fût appelé à la gloire de l'homme, c'est-à-dire à la gloire de tous les hommes qui avaient combattu là, c'est-à-dire y compris les Allemands. Et je peux dire aussi en passant, c'est une parenthèse,
Je peux dire en passant, parce que j'avais tous les culots de la 25e année, je peux dire aussi que j'ai proposé, puisqu'il y avait un temple protestant, une chapelle catholique, une synagogue, il y eut aussi un monument commémoratif pour les libres penseurs. Inutile de dire que cette suggestion fut repoussée avec une certaine indignation. Tout ça est pour montrer, parce qu'on me montre toujours tellement sous un aspect contraire à cela, que je profite de l'occasion que j'ai de parler pour l'immortalité, tout au moins presque l'immortalité. Je profite de l'occasion pour montrer à quel point ce n'est pas vrai. Par exemple, lorsque j'ai reçu mon grand prix de littérature de l'Académie française en 1934, j'en envoyais le montant entier au général Giraud, qui était commandant des troupes françaises, en lui demandant, à son grand ébahissement, paraît-il, que la moitié de ce prix fût distribuée aux soldats français et l'autre moitié aux dissidents marocains que l'on venait de battre. De même, le général Giraud me répondit au bout de 3 mois exactement, il avait pris le temps de la réflexion, et au bout de 3 mois, il m'a répondu qu'il avait donné mon don à la Croix-Rouge marocaine, sans spécifier si c'était pour les dissidents marocains ou pour les Français. Mais j'ai aussi proposé dans un article qui fut célèbre à ce moment-là, et qui a été reproduit dans le service inutile, dans mon livre, qu'il fut élevé à Isly, en face de la statue du général Bugeaud, une statue aux Algériens vaincus, qui, après tout, défendaient leur sol et qui avaient droit, eux aussi, à une statue. Cette proposition ne fut pas non plus acceptée. J'ai jamais eu beaucoup de chance dans mes propositions. Enfin, c'est pour vous dire que quand j'écris dans mon premier livre, à 24 ans, La relève du matin, des êtres, les êtres, il n'y avait qu'eux, et dans ce même livre, aimer, que savait-il faire d'autre qu'avec cette folie, tout vient des êtres, j'avais déjà une pente très vive à ce moment-là à penser que tout vient de l'être humain, à aimer l'être humain. Et d'ailleurs, cette phrase « tout vient des êtres » a été reprise par moi, comme épigraphe de L'Exil, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est ma première pièce, de sorte qu'en somme, le premier volume de mon théâtre s'ouvre sur cette phrase « tout vient des êtres ». Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains actuels français contemporains qui aient autant de sensibilité que j'ai. Enfin, ça, passons là-dessus. Venons-en à cette phrase très connue de Musset, « Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'il génie », et à cette autre phrase beaucoup moins connue de Lamartine, « Celui qui sait émouvoir, c'est tout ». Et ces exemples sont bizarres, étant donné que ce qui permet qu'on joue toujours avec grand succès les pièces de Musset, ce n'est pas le cœur qui s'y trouve, et que le pauvre Lamartine n'est lu par personne. Mais cela dit, je dirais que moi aussi, j'ai toujours cherché à émouvoir. Je m'émeus facilement, j'ai eu une grande partie de ma vie une certaine facilité aux larmes que j'ai gardé longtemps. Je voudrais finir par ce qui me paraît le plus difficile à exposer. C'est ce que j'ai apporté ou essayé d'apporter dans le domaine qui n'est pas celui de la fiction. Et d'abord, je ne suis pas un philosophe, un type qui veut faire entrer la vie dans un système est un farceur. Je ne suis pas non plus un moraliste, sinon dans le sens où nous sommes tous des moralistes, car qu'est-ce que c'est qu'un moraliste? C'est un homme qui a observé des hommes et qui a consigné ses réflexions sur eux. C'est ça, dans ce sens, je suis un moraliste, mais tout homme qui réfléchit un peu est lui aussi un moraliste. Je suis, je crois, un psychologue, tant dans mes œuvres de fiction que dans mes essais, et j'ai créé, non pas certes une morale, mais un certain nombre de règles de conduite que j'ai exposées surtout dans les 10 dernières pages d'un livre de moi, qui est le second livre de mes carnets, qui s'appelle « Va jouer avec cette poussière », et je crois que c'est pas des règles morales, ce sont des lignes de conduite. Je crois qu'elles peuvent être utiles justement à des jeunes gens
qui me lisent, et souvent, un certain nombre d'entre eux m'ont rendu témoignage que ces lignes leur avaient été utiles. Quelle est donc, si vous voulez, la morale ou le système ou de quelque nom qu'on veuille l'appeler, qu'on peut tirer de moi? À la base de tout, il y a la raison, et la raison qui permet à l'homme de voir les choses telles qu'elles sont. La raison nous oblige à ne pas prendre au sérieux, même si nous les prenons au tragique, les choses d'un monde qui de tout temps a été absurde et qui est de nos jours d'une façon particulièrement délirante. On a beaucoup écrit sur l'absurde. J'avais écrit sur l'absurde de quelques années avant que les littérateurs qui se sont fait une spécialité de l'absurde ne s'en soient emparés, mais je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec eux. Cependant, à côté de la raison, il y a ce qu'il faut appeler, mettons, l'âme, si vous voulez, le principe des passions, y compris la passion qu'est la générosité. Et l'âme et les passions demandent à prendre les choses au sérieux, en même temps que la raison nous demande de ne pas les prendre au sérieux. C'est cette disparate qui a été l'objet de mon souci tout le long de ma vie. Comment être à la fois passionné et raisonnable, comment être à la fois raisonnable et généreux, c'est un problème qui devrait se poser à l'esprit de quiconque pense. Je l'ai résolu par 2 ou 3 mots, et ici je ne fais que répéter assez maladroitement, parce que je ne suis pas un conférencier ni un philosophe qui sait très bien parler. Je ne fais que répéter des phrases que j'ai mises dans les 10 dernières pages, encore une fois, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, de Va jouer avec cette poussière, qui est le second livre de mes carnets. Je crois que ce problème peut être résolu en 3 mots, l'un qui est celui de la feinte, et l'autre que j'ai appelé, avec un certain abus, dont je m'accuserai dans un instant, l'équivalence et l'alternance. La feinte, ce que j'appelle la feinte, est le mouvement par lequel on feint de prendre au sérieux des choses qui, en réalité, ne vous paraissent pas sérieuses. Dès mon premier roman, Le Songe, j'écris à 23 ans, je fais dire à mon héros, plutôt, là je me permets de me lire ma phrase, « Ainsi ai-je vécu, sachant la vanité des choses, mais agissant comme si j'en étais dupe. » Et il y a là tout un long passage d'au moins 2 pages sur ce thème déjà développé par un garçon de 23 ans. Ce n'est pas pendant que je faisais du sport, c'est très longtemps après que je l'eusse abandonné, en 1939, que je pris conscience que dans le sport j'avais aimé la nature, la nudité, la jeunesse, la copinerie, tout ce que je vous ai dit déjà, mais que j'avais aimé essentiellement, et sans m'en rendre compte, la notion de jeu et très exactement ce qui était la base de ce qu'on peut appeler, je n'aime pas ce mot de la philosophie, je vous en ai déjà dit du mal, mais en fait tout de même ma manière de voir la vie. Dans le jeu, dans le sport, que ce soit un sport d'équipe ou que ce soit un sport individuel, et j'ai pratiqué les deux, la course de vitesse et le football, l'association, on se serre les dents, on se donne un mal de tous les diables pour quelque chose dont on sait qu'en réalité cela a très peu d'importance, puisqu'on dîne le soir avec l'équipe adverse et qu'à moins qu'on soit un professionnel, ce qui change tout à fait les choses, le fait que votre équipe ait gagné ou le fait qu'elle ait perdu, en réalité, ça n'a pas d'importance. C'est donc bien cette notion du jeu qui est au centre de ma vie. Quant à la formule sur le syncrétisme et alternance,
Elle n'est pas très importante. On s'est trop occupé d'elle. J'ai eu tort de la lancer dans le public pour cette raison que le mot alternance va de soi. Lorsqu'on a ce que j'ai appelé syncrétisme, et qui est un mot qui a d'ailleurs le tort d'être inconnu de la plupart des Français d'aujourd'hui, qui est l'union, c'était l'union dans les religions anciennes de toutes sortes de cultes différents, où certains empereurs adoraient à la fois le dieu égyptien, le Christ, Osiris, etc. Ils étaient tous mêlés dans le même panthéon. On appelait ça le syncrétisme, c'est un peu ce qu'il y a en moi, qui accepte tout ce qu'il y a en moi. Dans cette sorte de sensation d'ubiquité qu'il y a en moi, ne peut évidemment être résolue pratiquement que par l'alternance, c'est-à-dire qu'en faisant jouer chacun des sentiments l'un après l'autre. C'était donc pas la peine même de mettre ce mot d'alternance. Cette feinte de prendre les choses au sérieux, alors qu'on en est profondément détaché, et qui est une chose qui est essentielle chez moi toute ma vie, est une conception acceptable de la vie. Mais il y a une image que j'ai trouvée depuis, qui m'a fourni le titre de mon 3e tome de carnet qui paraîtra l'année prochaine, qui s'appelle La marée du soir. La marée du soir. C'est l'anecdote n'est pas un mot juste, c'est le fait de ces gosses qui passent une journée à construire un fort de sable sur la plage, en sachant très bien que la marée le détruira. La marée vient, elle le détruit, et les gosses éprouvent le même plaisir à l'avoir détruit, à la même excitation jubilante qu'ils ont eu à le construire avec ardeur, avec méthode et même avec minutie pendant toute une journée. Il y a là quelque chose que je trouve qui est très fort et qui est exactement la position que j'ai eue dans la vie. L'homme faisant en même temps tout pour le mieux, avec à la fois de l'ardeur et du détachement, et conscient que cela sera détruit, et allant même quelquefois jusqu'à le détruire lui-même avant de disparaître, pour montrer à quel point il n'a pas été dupe. Vous me direz peut-être, mais cela est dérisoire, ce n'est pas avec la marée du soir qu'on donne une justification, qu'une vie est justifiée. Et je vous répondrai à cela, non. Mais selon moi, une vie n'a jamais à être justifiée. Cependant, supposer qu'une vie doive être justifiée, voici comment je souhaiterais que la mienne le fût. J'ai entendu dans ma vie 2 phrases admirables. La première qui m'a bouleversé parce qu'elle m'était adressée à moi, et elle m'était dite par un enfant de 13 ans quand j'avais moi 53 ans. Et il me dit, quand j'entends dire du mal de toi, je ne le crois jamais. C'est une phrase admirable. La seconde ne me fut pas dite à moi, je l'ai entendue sur le front. On était en train d'inhumer un capitaine, et un de ces hommes, un soldat de seconde classe, qui était de nature assez fruste, dit, celui-là, c'était un homme. Eh bien, je ne crois pas, encore une fois, qu'une vie ait à être justifiée. Mais, supposez qu'elle ait besoin de l'être, ces 2 phrases, si toutes 2 elles avaient été dites pour moi, et je viens de vous dire qu'il n'y en a qu'une qui a été dite pour moi, suffirait à justifier la mienne, enterrée comme le fut Pompée, mon cher ami Pompée, sur laquelle j'ai écrit une pièce, enterrée comme le fut Pompée, dans le désert, par 2 êtres, et eux seuls, un soldat et un enfant. Vous nous avez expliqué très clairement ce qu'est pour vous le jeu, l'alternance, mais je crois qu'il y a une chose
qui a été obscur à certains de vos lecteurs, c'est comment s'articulent chez vous l'héroïsme et le bonheur, l'appétit d'héroïsme et l'appétit de bonheur. Vous posez une question à laquelle, au premier abord, il me paraît difficile de répondre. Mais tout de même, il y a une réponse qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que l'héroïsme est une forme du bonheur pour un certain nombre de gens. Les gens qui sont... Il y a les baroudeurs, d'abord, qui aiment l'héroïsme, pour qui le bonheur est dans une certaine forme d'héroïsme très rudimentaire. Mais il y a aussi tout ce que par héroïsme on appelle les sentiments élevés, qui sont en même temps une sorte de bonheur pour ceux qui les ont. Il me vient à l'esprit l'aspect de ma chambre, ou l'aspect de ma chambre, ou l'aspect de ma vie, enfin, c'était pas la même chose. Quand j'attendais la guerre, que j'ai attendue pendant des années, pensant qu'elle allait éclater, toutes ces années que vous n'avez pas vécues, qui étaient des années où on était suspendus tous les samedis à se dire est-ce que ça va être la guerre, c'est-à-dire les années 37, 38 et 39. Je les ai vécues, je me rappelle très bien les circonstances où je les ai vécues. J'avais tout préparé pour l'héroïsme, si vous voulez, c'est-à-dire le casque, les godillots, les musettes, tout était préparé sur une table, je pouvais partir en 1 heure. J'attendais tellement la guerre pendant 3 ans que j'avais une table où j'avais tout qui était préparé. Et l'autre partie de la journée, je cherchais ce qu'on appelle, je ne sais comment vous dire ça d'une façon décente, mais on appelle ça quelquefois des émoires. C'est-à-dire que je passais mon temps à chercher des endroits où on pouvait faire la boire. Je n'ai jamais eu d'auto, j'en avais pas non plus dans ce temps-là. J'allais dans des banlieues extraordinaires pour changer ma à gaz, où l'après-midi se passait également à chercher des logis confortables pour y vivre des heures agréables. Donc je faisais marcher de pair, comme j'ai presque toujours fait dans ma vie, parce que je ne suis pas l'homme du ou, je suis l'homme du et. J'ai toujours fait marcher ensemble les choses, je faisais marcher ensemble, disons l'amour si vous voulez, et l'autre côté, la préparation à la guerre.